Alors, bonjour à tous. Donc, déjà, merci de me permettre de présenter nos travaux qu'on a effectués avec Hélène et qui portent donc sur la prédiction du risque de démence en utilisant la modélisation conjointe, en se basant sur l'évolution dans le temps de plusieurs marqueurs cognitifs et d'une échelle d'autonomie. Donc, dans un premier temps, donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2009, on comptait dans le monde 25 millions de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on a 47 millions et selon certaines modélisations, en 2050, on aura atteint 131 millions. Donc, c'est une maladie qui continue de progresser, ce qui est dû notamment au vieillissement de la population mondiale dans les pays développés. Et donc, c'est un sujet majeur de recherche aujourd'hui en santé publique. Donc, quelques chiffres. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est 70 à 80% de toutes les formes de démence, mais on a aussi des démences vasculaires, donc qui représentent 15 à 20%. 99,6%, c'est le taux d'échec aujourd'hui c'est le taux d'échec des essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer. Donc, à tel point qu'aujourd'hui, on a même des entreprises pharmaceutiques qui arrêtent leurs essais cliniques sur Alzheimer parce que trop coûteux et peu efficaces. Et en fait, aujourd'hui, il n'existe que 5 médicaments disponibles pour la maladie d'Alzheimer qui ne traitent que les symptômes et pas les causes, puisque les causes sont encore assez floues aujourd'hui, même si on a découvert la maladie il y a plus d'un siècle. Et ce sont des médicaments qui ne permettent pas de stopper le déclin cognitif ou encore moins de l'inverser. Donc, en fait, dans la démence, on a 3 stades. On a le premier stade qui est le stade préclinique où en fait la personne n'a aucun symptôme, mais on sait que des changements ont déjà commencé à se produire au niveau cérébral. On a le stade ensuite Mid Cognitive Impairment où là le déclin cognitif a commencé, mais il est léger et les patients sont encore autonomes, ça n'a aucun impact sur leur vie de tous les jours. Et enfin, on a le stade de démence à proprement parler où là, le déclin cognitif est fort, à tel point qu'il impacte la vie quotidienne des patients. Et en fait, entre entre le premier stade et le vrai stade de démence, on a parfois 15 à 20 ans. Et de plus en plus aujourd'hui, la communauté scientifique, elle s'accorde pour dire qu'en fait, pour être efficace d'un point de vue thérapeutique, il faudrait pouvoir intervenir soit au stade 1, soit au stade 2. Ce qui m'emmène à l'idée derrière notre projet, puisque donc l'idée c'était de construire un outil de prédiction de la démence, donc un outil de prédiction dynamique de la démence dans les 5 prochaines années, en utilisant la modélisation conjointe avec le processus de survie d'un côté, donc avec la démence, et l'évolution au cours du temps de plusieurs marqueurs du déclin cognitif. Au niveau des données qu'on a utilisées, alors on a utilisé la cohorte PACWID, qui a été notre échantillon d'apprentissage, donc qui est constitué de 3777 sujets, tous âgés de plus de 65 ans, inclus entre 1988 et 1990, et qui vivaient en Gironde ou en Dordogne, qui ont été suivis pendant 25 ans, donc avec des visites à peu près tous les 2 ou 3 ans. Et on a également utilisé la cohorte 3 citée qui, elle, donc, comprenait 9363 sujets, là aussi âgés de plus de 65 ans, inclus entre 1999 et 2001, qui vivaient à Bordeaux, Montpellier ou Dijon. Et nous, on a utilisé uniquement les données issues de Bordeaux et Montpellier. Et donc, la cohorte 3 citée, ils sont encore suivis actuellement, mais on en est à 15 ans de suivi, avec là aussi des visites tous les 2 à 3 ans. Donc, dans les deux cas, donc à la visite générale, on collectait des informations générales sur les sujets et on demandait également aux participants donc, de réaliser certains tests cognitifs. Et ensuite, à chaque visite, était posé un diagnostic de démence en 2 étapes, dans un premier temps par un psychologue et ensuite confirmé par un neurologue. Et on leur demandait également à chacune de ces visites, si possible, de répéter les tests cognitifs. Donc, au niveau des marqueurs, donc on a utilisé 3 tests neurocognitifs, le 7 test d'Isaac, le MMS et le test de Benton, et également l'échelle IADL qui est une échelle d'autonomie.
Donc, dans le détail, le test d'Isaac, c'est un test qui mesure la fluence verbale. En fait, on demande aux participants de citer autant de mots que possible en 1 minute dans 4 catégories, donc animaux, fruits, villes et couleurs. Nous, on a utilisé le score tronqué à 15 secondes puisque c'est comme ça qu'il est gaussien. Et c'est un score qui va de 0 à 40. Ensuite, le test MMS, alors lui, c'est un test qui mesure le déclin, les fonctions cognitives de façon très globale. Il teste vraiment plusieurs aspects de la mémoire, donc l'orientation dans l'espace, dans le temps, ou bien on demande au sujet de répéter 3 mots tout de suite après les avoir entendus ou après un laps de temps. Donc, c'est un test assez global qui d'ailleurs est déjà utilisé en clinique actuellement pour aider au diagnostic de démence. C'est un score qui va de 0 à 30. Et nous, on l'a transformé, on l'a normalisé en utilisant le package NormSI. Ensuite, alors lui, c'est un test qui mesure la mémoire visuelle. Donc, en fait, on montre aux participants 15 figures géométriques et on leur demande de les retrouver parmi 4 propositions. C'est un score qui va de 0 à 15 et qu'on a là aussi normalisé, cette fois-ci avec le package LCMM. Et enfin, le dernier marqueur, c'est une échelle d'autonomie. Donc, c'est l'échelle IADL4. Donc, ça mesure la dépendance des sujets dans 4 aspects de la vie quotidienne. L'utilisation du téléphone, l'utilisation de moyens de transport, le fait de suivre les prescriptions médicales comme convenu et la gestion d'un budget. Donc, pour chaque item, ça va de 0 à 4. 0 quand la personne est complètement indépendante et n'a pas besoin d'aide. Et 4 quand elle est incapable de faire la tâche toute seule. Donc ça, c'est un score qui va de 0 à 16 et qui suit une distribution de poissons. Donc, au niveau de la sélection des données, donc là, j'ai mis l'exemple de PackWith. On a procédé de la même façon pour 3C. Alors, on partait de 3777 sujets. On a retiré tous les sujets qui étaient déjà déments à la première visite, puisque ça n'avait aucun sens de prédire leur risque de démence. Tous les sujets qui étaient soit alités, soit sourds, soit aveugles à la première visite. Tous les sujets qui, par erreur, ont été inclus alors qu'ils n'avaient pas 65 ans, les sujets qui n'avaient aucun suivi. Et ensuite, on a également retiré les sujets qui n'avaient pas fait au moins une fois les 3 tests et qui n'avaient pas au moins une valeur de l'IADL, puisque le package qu'on a utilisé nous imposait d'avoir au moins une valeur pour chacun des marqueurs. Donc, on est passé de 3777 à 2880. Donc, pour ce qui est de la méthode, alors la stratégie générale, elle est constituée de 5 étapes. Donc, la première étape, ça a été d'estimer les modèles conjoints univariés, c'est-à-dire unimarqueurs, à chaque fois avec uniquement soit l'ISAC, soit le MMS, etc. Ensuite, l'idée était d'estimer le meilleur de ces modèles unimarqueurs, donc meilleur en termes de fit des données et en termes de capacité prédictive sur l'échantillon d'apprentissage. Ensuite, en étape 2, on a donc sélectionné les meilleurs modèles unimarqueurs pour estimer le modèle multimarqueur, donc qui prend en compte les 4 marqueurs, qui nous servira d'outil de prédiction finale. Ensuite, en étape 3, on a calculé les prédictions de devenir dément entre un temps S et un temps S plus 5 pour chacun de nos modèles. Puis en étape 4, on a donc évalué les capacités prédictives de nos modèles en calculant les AUC et les Breyer scores à chaque temps de prédiction S. Et enfin, en étape 5, donc ce qu'on a voulu, c'est classifier nos sujets en catégories de risque et estimer pour chacune de ces catégories qui sont basées sur le quartile des prédictions de l'outil de prédiction, donc estimer de façon non paramétrique le risque cumulé de démence avant de décéder entre le temps S et le temps S plus 5. Donc maintenant, dans le détail. Donc là, on est au niveau de l'étape 1 et 2, donc l'estimation des modèles conjoints. Donc en fait, on va avoir 2 équations, une équation pour le processus longitudinal et une équation pour le processus de survie. Et ici, donc, on sépare les tests neurocognitifs qui sont gaussiens ou devenus gaussiens par transformation et l'IADL4 qui, elle, suit une loi de Poisson. Donc, on va avoir
ici, donc pour chaque sujet I, chaque marqueur K et chaque suivi J, la valeur du marqueur qui va être égale donc à YT DJK plus l'erreur. Et nous, on a choisi comme variable explicative le sexe, le niveau d'études codé en 0,1, donc 0 si le sujet n'avait pas de certificat d'études primaires et 1 s'il avait le certificat d'études primaires. L'âge à l'entrée dans l'étude, puisque l'âge est le facteur de risque principal de la démence. Et on avait donc des fonctions du temps fixes et aléatoires qu'on a choisi comme étant des splines. Alors, au début, on était parti sur des spins à 4. Alors, en fonction du modèle, en fait, on est soit sur des spins à... on est sur des spins à 2 nœuds, en sachant qu'on a testé plusieurs configurations pour avoir le meilleur modèle possible. Donc, on avait fait des interactions entre le temps et l'âge à l'entrée. Et on avait testé donc, plusieurs nœuds au niveau des spins, le but étant d'avoir le meilleur modèle possible. Et ensuite, pour le processus de survie, donc, on va avoir donc, dans cette équation les variables explicatives qui sont les mêmes. C'est toujours le sexe, le niveau d'études et l'âge à l'inclusion. Et on va également avoir donc, injecté dans cette formule-là, comme variable explicative, la valeur courante du marqueur, donc estimée par l'équation précédente, et la pente de la trajectoire du marqueur. Ce qui nous permet donc de considérer à la fois donc, la valeur courante au moment choisi et la pente qui nous permet d'avoir une meilleure représentation du déclin cognitif. Donc, pour estimer ces méthodes, on a utilisé le package JMBase, qui est un package qui permet de faire de la modélisation conjointe d'un événement de survie et de plusieurs marqueurs longitudinaux. Ces marqueurs, ils peuvent être soit gaussiens, soit suivre une distribution de Poisson, soit suivre une distribution de Bernoulli. C'est un package qui est basé sur de l'estimation bayésienne, qui permet une certaine souplesse, puisqu'on peut mettre donc des splines au niveau des processus longitudinaux, et qui modélise également le risque de base de façon souple, puisque ce sont des splines de régression. Et par contre, le point négatif de ce package, c'est qu'il ne permet pas de prendre en compte le risque compétitif, ou en tout cas, pour être précise, il permet d'estimer le modèle avec les risques compétitifs, mais pas de calculer les prédictions de ce modèle en risque compétitif. Et comme nous, les prédictions, c'était la base de notre projet, on a donc été obligé de ne pas considérer le risque compétitif de décès, alors qu'on sait que le décès et la démence ont des facteurs de risque communs. Donc, ensuite, au niveau du calcul des prédictions. Donc, le but était de calculer la probabilité de devenir dément entre un temps S et un temps S plus T avec un horizon T fixe égal à 5 ans. Donc, ce que calcule le package, c'est en fait la probabilité de survie entre S et S plus T, donc de survie sans événement. Donc, c'est en fait la probabilité que le temps d'événement soit supérieur à S plus T, sachant que le sujet était encore à risque au temps S, donc que TI était supérieur à S, connaissant toutes les valeurs du ou des marqueurs jusqu'au temps S, connaissant les covariables, donc ici le sexe, le niveau d'études et l'âge à l'entrée, et connaissant donc, toute l'information qui provient de l'échantillon d'apprentissage. Donc, dans le détail, l'équation du paquet donc, de Dimitri Rizopoulos, c'est celle-ci. Donc, une double intégrale sur les effets aléatoires et sur θ, les coefficients du modèle. Donc, avec la survie en S plus T conditionnellement à BI et θ, sur la survie en S conditionnellement à BI et θ, fois donc, la probabilité de BI sachant que TI supérieur à S, connaissant les données du marqueur jusqu'en S, les covariables et θ, fois la probabilité d'obtenir θ, connaissant toutes les informations de l'échantillon d'apprentissage. Et nous, la probabilité qui nous intéressait, c'était donc 1 moins celle-ci, puisque c'est la probabilité de devenir dément entre S et S plus T. Donc là aussi, c'était toujours le package JMBase qui nous permettait d'obtenir ça. Donc, on a calculé les prédictions pour chaque sujet I à des temps S donnés, et toujours avec un horizon égal à 5 ans. Donc, ce qu'on a fait, c'est à la fois de la cross-validation
5-fold et de la validation externe. Donc, en cross-validation, on a divisé aléatoirement la cohorte PACWID en 5 sous-échantillons. Et ensuite, on en a poolé 4 pour estimer les modèles et on a calculé les prédictions sur le 5e et on a fait tourner ça 5 fois. Et on a choisi ces temps-là, donc les temps S, des temps S qui vont de 0 à 18 et qui, en fait, à part le premier temps à 0, sont situés 1 an après une visite. Et pour la validation externe, donc là, on a estimé les modèles sur PACWID complet et on a calculé les prédictions sur 3C au temps 0, 1, 3, 5, 8 qui, là, de la même façon, sont situés à 1 an après une visite. Ensuite, donc on a évalué les capacités prédictives des modèles, donc à la fois en termes de discrimination et de précision. Et au niveau de la discrimination, donc ce qu'on a voulu faire, c'est que comme on n'a pas pu prendre en compte le risque compétitif de décès dans l'estimation des modèles à proprement parler, on a voulu la prendre en compte par contre dans le calcul des AUC. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris comme un indicateur d'événement, donc un indicateur en 0, 1, 2, donc égal à 1 si le sujet est devenu dément avant de décéder, donc entre un temps S et un temps S plus 5, égal à 2 s'il est décédé sans être dément et égal à 0 s'il était censuré à S plus T. Et pour éviter le biais qui existe, parce qu'on sait que parfois on connaît le temps de décès d'un individu, mais quand l'individu est décédé longtemps avant la dernière visite où il a été diagnostiqué sans dément, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre cette dernière visite et le vrai temps de décès. Donc, on a choisi de considérer un individu comme décédé uniquement si son temps de décès était survenu dans les 2 ans après la dernière visite sans diagnostic de démence. Et sinon, il était considéré comme censuré pour le décès. Donc, le calcul des AUC, donc on a deux définitions pour l'AUC. Donc, dans la première définition, un sujet est considéré comme un contrôle s'il n'a connu aucun événement, donc ni démence ni décès, entre le temps S et le temps S plus T. Et dans la deuxième définition, un sujet est considéré comme un contrôle s'il n'a pas eu l'événement principal, donc ici la démence, entre le temps S et S plus T. Et dans les deux cas, c'est la probabilité que la probabilité de devenir dément entre S et S plus T soit, pour un sujet qui a vraiment connu l'événement, supérieure à celle pour un sujet qui n'a pas connu l'événement. Plus l'AUC est élevée, mieux c'est. Et au niveau des capacités prédictives du modèle en termes de précision, on a calculé le Breyer score et plus précisément, on a utilisé une formule qui prend en compte le fait que les données sont censurées. Donc, c'est la moyenne de l'écart entre l'indicateur d'événement, donc ici qui est en 0, 1, 0 s'il n'a pas eu l'événement et 1 s'il est devenu dément, et la probabilité de devenir dément au carré avec un poids qui prend en compte la censure, donc qui est égal à 1 divisé sur la probabilité d'être censuré. Donc pour calculer les AUC et les Breyer scores, on a utilisé le package TimeRock. Et enfin, dans la dernière étape de notre stratégie, donc on a voulu estimer le risque cumulé de démence avant décès entre un temps S et un temps S plus T. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les probabilités d'événements qu'on avait obtenues avec notre outil de prédiction, on les a divisées en quartiles, ce qui fait que ça nous a donné donc 4 catégories de risques. Donc on a pu classifier nos sujets en fonction de la probabilité qu'on obtenait. Et donc 4 catégories, donc faible risque, risque moyen, risque élevé et risque très élevé. Et ensuite, dans chacune de ces catégories, et pour chaque temps S, on a estimé un sous-modèle illness-death en prenant comme population donc, tous les sujets encore à risque d'événements au temps S-1 et en prenant comme suivi toute la durée du suivi à partir de S-1. Et à partir de là, on a donc calculé le risque cumulé de démence avant décès entre S et S plus T. Donc pour ça, on a utilisé le package Smooth Hazard qui nous a permis donc de faire une estimation non paramétrique basée sur des splines, de prendre en compte
la censure par intervalle. C'est-à-dire qu'on a considéré à chaque fois comme temps de démence la visite à laquelle le diagnostic de démence avait été établi, mais en fait, on ne sait pas à quel moment exactement ça s'est produit entre la visite avant celle-ci et la visite de diagnostic. Donc là, on a pris ça en compte. On a pris en compte également la troncature à gauche, puisqu'à chaque fois, on effectuait un sous-modèle pour chaque temps S. Donc, tous les individus considérés étaient de fait encore à risque. Et on a pris en compte le risque compétitif de décès. Donc, au niveau des résultats, donc, ce que je vous ai mis ici, c'est les coefficients obtenus pour le processus de survie pour chacun des modèles. Alors ici, pour l'instant, j'ai mis que les modèles unimarqueurs. Donc, on a l'ISAC, le MMS, l'IADL et le Benton. Et donc, ce qu'on remarque, alors dans un premier temps, c'est que l'effet du sexe est variable en fonction du modèle considéré, ajusté sur le niveau d'étude, sur l'âge et sur la valeur courante et la pente des marqueurs. Ce qui ressort, c'est que quand c'est significatif, ce sont les femmes qui sont moins à risque de démence. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans tous les cas, ajusté sur le sexe, l'âge, valeur et pente des marqueurs, un individu avec un plus fort niveau d'études se retrouve avec un risque plus élevé de démence, ce qui s'explique en fait parce qu'à un niveau équivalent de marqueurs et de pente, ça traduit en fait un déclin cognitif plus fort pour un individu qui a un niveau d'études élevé par rapport à quelqu'un qui a un niveau d'études plus faible. Au niveau de l'âge, pour tous les marqueurs, sauf pour l'IADL, on a le risque de démence qui augmente avec l'âge. Ce n'est pas le cas au niveau de l'IADL, puisque ajusté sur la valeur courante et la pente de l'IADL, un sujet qui se retrouverait plus dépendant à un âge moindre, ça traduirait là aussi un certain déclin et potentiellement de la démence. Et pour chacun des marqueurs, donc plus la valeur courante du marqueur est élevée, moins le sujet est à risque de démence, et plus la pente est élevée, moins le sujet est à risque de démence. Bon, la trajectoire étant négative, donc ça explique le résultat sur la pente. Donc ensuite, l'idée c'était de faire un modèle multimarqueur avec les 4 marqueurs, mais on a été heurté à des problèmes de convergence. Ce qui fait qu'on a été obligé donc, de simplifier nos modèles. Donc, je vous avais dit qu'on avait essayé d'estimer le meilleur des modèles unimarqueurs, mais finalement, on a dû quand même faire des simplifications par rapport à ça. Donc, notamment, on était parti au début sur des spins à 4 nœuds. On a dû réduire à nos spins avec 2, passer de 4 à 2. Et on a dû également se séparer d'un marqueur. Donc, au lieu de faire un modèle avec les 4, on a décidé de ne pas utiliser le Benton, puisque je vais vous le montrer par la suite. C'est celui qui était le moins bon en termes de prédiction. Ce qui fait que finalement, notre outil de prédiction finale est un modèle trimarqueur, donc qui prend en compte l'ISAC, le MMS et l'IADL4. Et on peut remarquer que la valeur courante de l'ISAC et la pente ne sont pas significatifs, que l'association non plus avec la pente du MMS n'est pas significative et que ce qui ressort comme étant fortement associé au risque de démence, c'est la valeur courante du MMS, la valeur courante de l'IADL et la pente de l'IADL. Donc, ensuite, en termes d'AUC et de Brayer score, donc là, je vous présente les résultats qui sont obtenus en cross-validation sur PACWID. Donc, à gauche, je vous ai mis les AUC et à droite, les Brayer scores. Donc, à chaque fois, j'ai mis les 4 modèles unimarqueurs et le modèle trimarqueur. Donc, en violet, ici, on a le modèle unimarqueur du Benton. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le moins bon en termes de prédiction, avec des AUC qui sont très nettement inférieurs à ceux des autres marqueurs. Ensuite, en jaune, on a l'ISAC, en orange saumon, on a l'IADL4 et en magenta, on a le MMS. Et au-dessus, en rouge, on a le modèle trimarqueur.
Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque temps S, on a le modèle trimarqueur qui donne de meilleures prédictions que chacun des modèles unimarqueurs, donc pris séparément, y compris les meilleurs d'entre eux, que sont le MMS et l'IADL4. Et on est à un AUC avec notre modèle trimarqueur qui est à peu près égal à 0,92. Et donc ça, c'est l'AUC numéro 1 que je vous montre ici, c'est-à-dire qu'on considère comme contrôle un sujet qui n'a connu aucun événement entre le temps S et le temps S plus T. Et ici, donc, je vous ai mis les Breyer scores, donc toujours le même code couleur. Donc on voit que le Benton était là aussi le moins bon des marqueurs. Et on voit également que le modèle trimarqueur présente des Breyer scores plus faibles que chacun des modèles unimarqueurs. Ici, je vous ai rajouté le graphe avec l'AUC numéro 2. Alors, à l'œil nu, on ne voit pas trop la différence entre les deux, mais bon, les AUC obtenus sont plus faibles, ce qui était attendu, mais la conclusion reste la même. On a toujours un modèle trimarqueur qui est au-dessus des autres. Ici, c'est la même chose, mais cette fois-ci sur 3C. Donc, toujours de la même façon, le même code couleur. Ici, donc, les temps 0, 1, 3, 5, 8. Et là aussi, on a bien un modèle trimarqueur qui présente des AUC supérieurs à ceux des modèles unimarqueurs. Et là, on est à un AUC qui est égal à peu près à 0,95, à peu près sur tous les temps. Et des Breyer scores également qui sont bien inférieurs au modèle unimarqueur. Et même conclusion ici avec l'AUC numéro 2. Et enfin, donc en dernière étape, donc on a calculé le risque cumulé de démence avant décès. Donc ici, je vous présente les résultats de PACWID et ici ceux de 3C. Donc on a le risque cumulé qui a été calculé dans chaque catégorie de risque et à plusieurs temps S. Donc, on a en noir la catégorie dite faible risque, en turquoise la catégorie risque moyen, en jaune la catégorie risque élevé et en rose ici la catégorie risque très élevé. Et donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est que on a un risque cumulé de démence avant décès qui est quasi nul à tous les temps pour les deux catégories à plus faible risque. Et ensuite, pour la catégorie en jaune ici, donc risque élevé, on commence à avoir une augmentation de ce risque cumulé donc qui va atteindre à peu près 0,2 sur les derniers temps. Donc, oui, et pour la catégorie à risque très élevé, qui se démarque clairement des autres, c'est-à-dire qu'on a, pour notre outil de prédiction, on a un seuil qui est clairement situé au niveau du troisième quartile, puisque c'est ce qui nous permet de mettre en exergue vraiment une catégorie d'individus plus à risque, avec à peu près à chaque temps un risque cumulé égal à 0,4, donc ce qui se traduit par 40% de chances de devenir dément avant de décéder dans les 5 prochaines années. Et ici, au niveau 3C, au niveau de la cohorte 3C, donc là, la démarcation, elle est encore plus grande. C'est vraiment la catégorie risque très élevé qui se démarque des autres. Et de façon assez similaire à ce qu'on avait sur PACWID, on a un risque cumulé de démence avant décès qui est à peu près constant au cours du temps et qui est à peu près égal à 0,4 aussi. Alors sur PACWID, on montait jusqu'à 0,6 au dernier temps. Sur 3C, on reste à peu près à 0,4. Voilà. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a réussi à construire un outil de prédiction qui s'est avéré performant, puisqu'on a de bonnes capacités de discrimination avec des AUC qui sont très élevés, donc à peu près à 0,92 sur PACWID et 0,95 sur 3C en validation externe, et une précision également élevée. On a un des points forts de notre stratégie, c'est qu'on a pu valider cet outil à la fois en cross-validation et en validation externe. Et le point négatif, c'est qu'on n'a pas pu prendre en compte le risque compétitif de décès dans l'estimation de nos modèles.
Mais pour pallier à ça, on a essayé de le prendre en compte à la fois dans le calcul des AUC et dans notre calcul du risque cumulé donc de démence avant décès avec le package Soumsaza. Et donc à terme, cet outil de prédiction, dans l'avenir, il pourrait être utile dans le sens où il est assez facile à utiliser et peu coûteux dans le sens où ce sont 2 tests neurocognitifs qui sont faciles à mettre en place, dont le MMS qui est déjà utilisé en clinique. Et de la même façon, l'échelle d'autonomie, c'est quelque chose dont on peut obtenir la valeur assez facilement. Donc voilà, donc je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.